Bonjour et bienvenue à l'Entracte Martial. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Choisy, expert en pugilat et en canne de défense. Philippe pratique les arts martiaux depuis plus de 40 ans. Art de percussion, art de préhension, art de luxation, disciplines armées, son expérience couvre un éventail aussi bien riche techniquement que culturellement. En effet, les disciplines pratiquées proviennent autant d'Asie que d'Europe. Sa méthode de formation, aujourd'hui, est le fruit de cette expérience multidimensionnelle. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir. Et tout d'abord, merci à toi, Philippe, de m'avoir invité, de m'avoir reçu. Et puis, peut-être une petite présentation succincte pour nos auditeurs. Ton parcours, voilà, je te laisse la parole. Alors bonjour Hassan, merci de m'avoir invité pour ton podcast. Je m'appelle Philippe Choisy, j'ai 55 ans, papa de 3 enfants, pratiquant d'arts martiaux depuis dans quelques mois 44 ans, oui c'est ça. Comme tous les gens de ma génération, on a tous à peu près commencé par le judo. J'y suis allé jusqu'à la ceinture noire, j'ai fait de la compète, tout ça. Ensuite, je suis passé sur plus de la percussion parce que j'avais bien pressenti quand même qu'il me manquait quelque chose. Et donc, je suis passé à la boxe française pendant pas mal d'années. Puis ensuite, parcours boxe thaï, kyoku. Et puis ensuite, je suis passé au Yosekan Budo, qui faisait un peu la liaison entre mon expérience de lutte, entre guillemets, même si le judo n'est pas de la lutte, mais enfin c'est considéré comme de la lutte, lutte plus pied-point, et aussi dans le Yosekan Budo, on a rajouté un facteur qui maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je comprends son importance, c'est la pratique des armes. Et puis un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Brice Lopez, qui est très connu dans le monde de la reconstitution historique, où il a fait des stages de pugilat. Et quelques mois plus tard, j'ai bien pressenti que j'avais vu quelque chose d'intéressant, d'important. Et bon, bien sûr, c'était pas à 100% ce qu'il montrait, mais j'avais ma propre expérience, mon propre vécu, et je me suis dit que dans le pugilat, il y avait quand même quelque chose de très intéressant, que aujourd'hui les techniques modernes avaient peut-être un peu oublié. Et c'est comme ça que j'en suis venu à faire du pugilat. Entre-temps, j'ai passé mon monitorat de canne, où j'ai enseigné un style de canne qui n'est pas de la canne de combat, qui ne met canne de combat, mais qui devrait plutôt s'appeler de la canne sportive. Et moi, je me suis spécialisé dans la canne défense. Et grosso modo, ça fait 44 ans que notre histoire d'amour entre les arts martiaux et moi continue, tel un vieux couple. Donc peut-être reprendre pour nos auditeurs, tu parlais du pugilat, donc avec ton expérience avec Brice Lopez. Et donc nos auditeurs qui ne connaisseraient pas, donc Brice Lopez fait du pugilat, de la reconstitution de pugilat antique, romain, si je ne me trompe pas, à partir des textes, des Grec, images, romain, oui, grec, tout romain. ça. Pas Voilà. que du pugilat d'ailleurs, il fait beaucoup de gladiatures et autre Ok. chose. D'accord, ok. Et toi, ce qui t'a intéressé, c'était le pugilat, si je comprends bien. Et est-ce que le pugilat que tu pratiques, c'est le même pugilat qu'antique? Parce qu'il y a aussi le bare knuckle. C'est peut-être deux questions que je suis en train de te poser et qui est redevenu un peu à la mode ces derniers temps. Donc, où est-ce que toi tu te situes? Peut-être cette question est plus simple. Eh bien, en fait, souvent, la voie du milieu est pour moi la meilleure. C'est-à-dire que je ne fais pas de pugilat antique, sinon j'aurais laissé la place à Brice Lopez, qui est certainement bien plus brillant que moi, lui et son équipe d'ailleurs. Et le bare knuckle, en fait, je pense que le pugilat est à la frontière des deux. C'est-à-dire que, bien sûr, en France, on n'aura pas le droit de faire de compétition de pugilat. Ça sera certainement Où ça mettra du temps? ou ça mettra très très longtemps. Même si on voit qu'aujourd'hui le MMA a enfin réussi à percer en France, je pense que les autorités françaises seront déjà très très froides par rapport au bare knuckle, et donc d'autant plus pour le pugilat, puisque ça pourrait être techniquement plus violent.
C'est pour ça que bon, on prépare des équipes pour aller combattre à l'étranger et non pas en France. Et moi, je me situe donc un petit peu entre le pugilat antique, le barnacle, plus, on va dire un tiers et un tiers de ma propre expérience, quoi. D'accord. Alors, peut-être très succinctement pour nos auditeurs, qu'est-ce qui différencie par exemple un pugilat antique, techniquement, sans rentrer trop non plus dans les détails, avec un pugilat plus moderne, ou le bare knuckle? C'est ce que c'est seulement dans les règles, dans les techniques, dans... Oui, alors ma forme de pugilat est... Alors bon, d'abord, je ne connais pas toutes les règles du pugilat antique, mais on sait que, a priori, les règles, c'était ni d'introduire ni d'extraire quelque chose dans le corps, comme arracher un œil, mettre un doigt dans l'œil, ou des choses comme ça. Bon, là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord, on va éviter ce genre de bêtises. Nous, ce qu'on utilise, c'est beaucoup de défense avec les coudes, c'est-à-dire que ce sont des défenses actives et non pas passives, c'est-à-dire que l'idée générale, c'est que l'autre vienne se blesser sur les coudes, Sans palais. s'empaler Ouais. sur le coude. Donc, en fait, donc, on est sur des parades actives. Les zones de frappe, contrairement par exemple au barnacle, qui sont les mêmes qu'en boxe anglaise, sont complètement différentes, c'est-à-dire qu'on a le droit de taper aussi bien sur le doigt de pied si on a l'occasion, qui n'est jamais arrivé, mais pour donner une image, du doigt de pied jusqu'à la tête, en évitant la nuque et la gorge, mais le dos, les jambes, le visage, tout ça est autorisé. Et bien sûr, on travaille beaucoup aussi le coup de poing marteau que l'on n'utilise pas en barnacle, mais D'accord. qu'on utilise en pugilat antique. Ok, en bare knuckle, ils utilisent plus des coups de poing qui se vissent, c'est ça que tu veux dire? Des coups de poing classiques de la boxe anglaise, c'est-à-dire, on va dire, pour simplifier, on va dire les trois coups, hein, direct, crochet, uppercut. D'accord. Donc, toi, ton approche, elle est plus, on va dire, d'un point de vue self, ce serait peut-être, mais voilà, comme il n'y a pas des règles, en fait, tu formes à la fois des personnes pour la compétition avec des règles, et tu formes aussi, ou tu pratiques toi-même, une forme qui est plus libre et donc plus orientée protection personnelle, on pourrait dire. Oui, on pourrait dire ça, puisque on travaille aussi bien avec des professionnels qu'avec des amateurs. Alors quand j'entends professionnel, ça peut aller du policier au gendarme, comme au compétiteur, et de forme amateur, comme ça peut être le boulanger, l'informaticien, voilà. Ce qui compte pour nous, c'est pas comment dire, ça serait pas le CV. Ce qui compte, c'est surtout ce qu'on a dans la tête, parce que c'est vrai que c'est relativement difficile. C'est pas toujours, bon, bien sûr, en entraînement, on se cartonne pas, parce que sinon ça irait très vite, il irait vite des blessés. Mais l'entraînement peut être assez physique, assez douloureux parfois, et on doit pouvoir enseigner une fois de plus, la voie du milieu, c'est-à-dire ni des arts martiaux, ni du sport de combat, mais quelque chose qui serait à peu près au milieu, quoi. D'accord, ouais. C'est une frontière qui est finalement difficile, comme tu disais, parce que les techniques, donc comme tu m'as montré aujourd'hui, ce sont des techniques qui peuvent être très souvent dangereuses parce qu'elles font appel à des zones des surfaces de frappe très osseuses ou même des zones qu'on va viser qui vont être pas autorisées en sport. Et pour la raison toute simple, parce que ça blesse très rapidement et pas forcément avec beaucoup de force. Et trouver cet équilibre finalement pour les entraînements, c'est la voie du milieu que tu expliques, c'est pour ne ni être à la fois dans quelque chose qui n'est pas réaliste, enfin pas réaliste, mais quelque chose pour cette difficulté en fait, pour moi c'est un challenge des arts martiaux que n'ont pas les sports de combat où il y a des règles, ils ont des protections, ils mettent des gants, ils savent jusqu'où ils peuvent aller. Nous, avec ces techniques, telles que tu écris, c'est plus difficile de trouver le juste milieu entre je vais pour que la technique soit efficace et je ne blesse pas mes partenaires à chaque fois. Oui, c'est pour ça qu'en fait, la grande difficulté de ce que j'essaye, je dis bien j'essaye d'enseigner, c'est de trouver cette voie du milieu où on joue pas, alors excusez-moi, je vais être vulgaire, à touche pipi, et d'un autre côté, on ne défonce pas non plus son partenaire, puisque si on veut vraiment pousser la technique, et bien dans ces cas-là, on s'engage dans un processus d'entraînement long, douloureux et fastidieux, mais pour aller réellement combattre, alors que tout le monde ne désire pas développer ça à 100%. Donc ça veut dire que nous devons être capables de faire des sparring
suffisamment sérieux sans non plus être, entre guillemets, bourrin. L'idée, c'est quand même de faire des gens efficaces, mais pas blessés non plus. Et c'est pour ça aussi qu'on a inventé le gant de boxe. Ça permettait d'aller beaucoup plus loin, plus fort, avec moins de blessures. Et beaucoup de gens vont dire que le bare-knuckle ou le pugilat est extrêmement violent. Alors je dirais oui et non. Pour deux raisons. Oui, c'est plus violent parce que si on quantifie au sang, oui, il y a beaucoup plus de sang. Ça va plus vite, les coupures sont plus violentes, on saigne plus rapidement. Mais si on regarde sur un niveau médical, justement, en fait, quand vous donnez un coup de poing qui est un gant ou pas de gant, la différence souvent c'est la coupure, le sang. Avec un gant, il y a des coupures, hein, on le voit mille et une fois, mais c'est infiniment plus long à avoir la coupure. Et c'est-à-dire que là où par exemple un boxeur va prendre 100, 150 coups dans la tête dans un match, ou peut-être ailleurs, hein, dans la tête, dans le corps, il y a un vrai traumatisme. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de blessure et qu'il n'y a pas d'arrêt de blessure avec de sang et qu'il n'y a pas d'arrêt de l'arbitre, en fait le cerveau en prend beaucoup. Alors qu'en fin de compte, au pugilat, on saigne relativement vite, mais on va dire que pratiquement toutes les blessures sont des blessures de surface, donc ça va très très vite et il y a moins de coups pour le cerveau. D'accord. Il y a moins de coups portés en bare knuckle, par exemple, parce que je connais beaucoup moins bien que toi, bien sûr, mais j'ai vu quelques matchs et ils visent tous la tête. On est d'accord. À 90%, oui, c'est la tête. Et là, si on parle de frappe à la tête avec des parties osseuses de la main. Oui, tout à fait. Là, justement, si vous regardez, en moyenne, deux boxeurs de niveau à peu près équivalent, c'est sur 3 rounds, et c'est rare que ça dépasse 2 rounds, parce que très rapidement, il y a une petite blessure, il y a une coupure, ou il y a même un abandon, hein, ça arrive très régulièrement. Et en fait, vous allez prendre des coups pendant 2 rounds, pas pendant X rounds, comme on peut prendre 15. en Je crois que ça 15. va jusqu'à 15 en boxe Oui, je anglaise. crois, oui, et Hein. ça peut donc... là, vous allez prendre infiniment plus de coups. Oui, vous ne serez pas coupé, mais votre cerveau va jouer à la au ping-pong dans votre boîte crânienne. Il vous le rendra dans l'avenir. Alors, C'est. potentiellement, Ouais. potentiellement. C'est aussi pour ça qu'il y a de la boxe amateur et de la boxe professionnelle. Et quand je dis amateur, je sais bien que c'est une catégorie spécifique en anglais, en boxe anglaise. Moi, je dissocie le professionnel, celui qui va vraiment faire du combat sur un ring, et celui qui va s'entraîner dans un club, qui va échanger, qui va être même... Parfois, il y a même des gens très très bons qui veulent absolument pas faire de compétition parce que c'est pas leur truc, mais qui travaillent très bien en salle, même en interclub. Pour moi, ça c'est l'amateurisme. Le professionnalisme, c'est pas forcément celui qui va devenir professionnel de la boxe, c'est celui pour moi qui va commencer à monter sur un ring et commencer à vraiment lâcher ses coups face à un adversaire qui va pas vouloir se laisser faire. Très bien. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. C'est pas finalement ce que tu es en train de dire, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'engagement. Alors c'est surtout pas une question d'argent, hein. Bon, de toute façon pour gagner sa vie en France avec les arts martiaux, quels qu'ils soient, je crois qu'on peut dire qu'il y a peut-être quelques centaines de personnes en France qui vivent, je dis vivre, hein, pas survivre, avec les arts martiaux. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'appelés, peu d'élus, hein, vous savez. C'est un peu comme, c'est comme ceux qui font des concours de chant à la télévision. Oui, il y a beaucoup de gens qui font de la chanson et il y en a un sur 10 000 qui va sortir et faire un album. Et s'il y en a un sur 20 000 qui fera 2 albums, et ben là, pour la boxe, c'est Barnacle, Ou tout ça, c'est la même chose. l'UFC, le MMA, ça fait rêver beaucoup de jeunes parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans, mais c'est réservé à une poignée. Une poignée. C'est. Donc, à partir de ce moment-là, si on a compris ça, que peu d'élus, après, on le fait pour deux choses. Soit pour son bien-être, parce qu'on veut avoir un corps en forme, bien vieillir, avoir encore un peu de force, un peu de réflexe, ou soit pour un contexte plutôt protection personnelle, c'est-à-dire, bah voilà, si je me fais agresser, est-ce que je serai capable? Est-ce que j'aurai peur? Est-ce que... Oui, j'aurai peur, forcément, mais est-ce que j'arriverai, ma technique et mon expérience surpassera cette peur?
Voilà. Et puis après, ça s'arrête là, quoi, hein. Donc on pourrait même dire que finalement, dans la partie entre guillemets, et je dis bien entre guillemets amateur, on pourrait encore elle-même la scinder en deux, c'est-à-dire, je vais dire le touriste, celui qui veut se faire du bien, qui veut bouger un peu et puis faire quelque chose de son corps, et On puis parle de loisirs. de Pour être un peu loisirs, plus, ouais, voilà. Et voilà. puis la personne qui veut faire de la self-défense. Même si je sais que dans l'air du temps, il est mal de dire que on a peur de l'autre. Généralement, j'ai rarement vu des gens qui s'agressaient eux-mêmes. Donc c'est toujours un facteur extérieur. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont commencé les arts martiaux dans les années 70. Je peux vous garantir que si vous posiez la question dans les années 70-80, c'était essentiellement de la self-défense. Aujourd'hui, le discours est beaucoup plus lissé. Alors, c'est pour un engagement personnel, c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pour le bien-être. On va dire que beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes, hein, parce qu'il n'est pas bon de dire que on est un guerrier ou on est belliqueux et que voilà, c'est ni plus ni moins contextuel à la temporalité du moment présent. Et si demain on revenait dans les années 70, je vous fais pareil, tout le monde dirait que c'est pour la self-défense, quoi. Alors, c'est peut-être une petite parenthèse, mais ça veut dire que tu trouves que ça s'est adouci les arts martiaux? Alors, euh, je sais que quand on est enfant, par exemple, vous visitez une maison, vous la voyez d'une certaine taille. Et puis, quand vous grandissez et que vous revenez, par exemple, 20 ans plus tard, et que vous voyez cette maison, je la voyais plus grande. Ouais. Alors, on a toujours un peu de tendance à tronquer le passé, parce qu'avec sa vision d'enfant. Mais je peux dire que moi, jusqu'à mes 30 ans, il y avait encore des gens qui s'entraînaient très dur, très fortement, et massivement. Aujourd'hui, les proportions se sont complètement inversées. D'abord parce qu'on a une vie de sédentaire, parce qu'on est dans un monde de oui-oui, où il faut être bien lissé, bien pensant. Alors attention, hein, je parle pas de politique, hein, je parle juste de Ouais. notre philosophie de pensée actuelle, hein. Peut-être qu'il y a eu un glissement aussi, que les personnes qui faisaient du karaté ou du judo, parce que il y avait que ça entre guillemets, ou moins de choix, et que s'il y a ces personnes qui sont allées peut-être plus aujourd'hui vers des disciplines comme de la boxe thaï ou des choses, ou le MMA, qui demandent plus d'engagement physique, et qu'il y a une autre partie de la population qui est allée sur des choses un peu plus loisirs. Je sais pas, c'est une tentative d'explication. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie diversité qu'il n'y avait pas, même, enfin, sans aller jusque dans les années 70, mais moi, dans les années 90, fallait chercher il y avait peut-être un ou deux clubs de kung-fu à Paris. Oui. Alors, en fait, déjà, pourquoi on faisait du judo, karaté, aikido, et d'ailleurs dans l'ordre, hein, d'abord les gens faisaient du judo, massivement, en tout cas quantitativement, ils faisaient judo, karaté, et l'aïkido, c'était déjà assez intimiste. Bon, ça veut pas dire qu'ils s'entraînaient moins dur. Ils s'entraînaient très dur dans les années 70, 80, 90. 2000 encore, on arrivait encore à avoir des entraînements avec massivement des élèves qui étaient là, volontaires, prêts à se surpasser, à pousser le plus loin possible, etc. Aujourd'hui, c'est pas ce que je reproche, c'est pas la technique ou la violence ou quoi que ce soit. Ce que je reproche aux gens, et c'est pour ça que j'ai très peu d'élèves, c'est le qualitatif. Moi, j'ai déjà viré des élèves qui avaient rien à faire chez moi au bout d'un cours. J'aurais dit, bah, tu prends tes clics et tes claques. Tu, on restera bons amis. Si tu veux, on pourra aller boire un verre après. Mais tu n'as rien à faire chez moi. Tu n'as rien à faire chez moi parce que tu n'es pas impliqué. Tu viens pour quelque chose, je sais pas, vous savez que tu sais que je suis prof de Cannes. Il y en a qui venaient dans l'esprit Brigade du Tigre. Voilà, alors je vais devenir Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Brigade du Tigre. Je vais fumer la pipe en me faisant un combat à la canne avec mon chapeau, haute forme. Ouais. Non, non. Et ça, tu le vois aussi dans des clubs de kung-fu, où les gens ils viennent et ils pensent qu'ils vont donner un coup de pied comme Bruce Lee au bout de 2 semaines ou trois. Et moi, on m'a raconté même un prof qui m'a dit, il y a un élève qui est arrivé qui m'a dit en combien de temps je pourrais donner des coups de pied comme Bruce Lee. Donc les gens, enfin, oui, Oui. Et oui, et alors là, on revient dans notre discussion avant interview, c'est la maîtrise du temps. Parce qu'aujourd'hui, grosso modo, d'abord,
comme tu disais juste avant, là, tu as multitude de styles qu'on peut trouver. Hein, moi, à mon époque, comme je te dis, il y avait 3 choses, et plus la boxe française. Excuse-moi, j'avais oublié la boxe française. Mais aujourd'hui, tu trouves... un jour, je serais même pas étonné de voir un art martial de l'Himalaya, des moines de Ça l'Himalaya. doit exister, hein. Ça doit Je exister. pense que ça doit exister. Et je suis en sûr tout qu'il y cas. a au moins 3 clubs quelque part en France qui existent. Et puis aussi, aujourd'hui, tout le monde peut voir à peu près ce qu'il veut parce qu'on a YouTube. Bon, ben voilà. Alors, regarder, ce n'est pas faire. Je suis Hein, d'accord. déjà, c'est pas parce qu'on voit une technique sur YouTube qu'on sait la faire. C'est le faire et le savoir-faire. Oui, je sais faire, bah fais-le. Ah, bah oui, techniquement, intellectuellement, je sais le faire, mais mon corps ne sait pas le faire. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis aussi, il me semble que maintenant, être prof d'une discipline est peut-être un peu plus facile qu'à notre époque. Il me semble que, je ne citerai pas certains styles, mais qu'au bout de 4 ou 5 stages, vous pouvez avoir le titre de moniteur et c'est très dédommageable pour les arts martiaux en règle générale. Bah, je pense que l'État, à travers des fédérations, tout ça, cherche un peu à fédérer justement tout ça. Mais comme il y a beaucoup de choses, bah, il y en a certains bah, qui doivent passer à la trappe ou qui achètent des certifications dans un pays étranger, à l'Himalaya, ou tu vois. Comment en fait tu appréhendes les choses? Voilà. En fait, déjà, normalement, on va dire 90% du temps, on ne commencera pas un cours chez moi avant d'avoir fait au moins une demi-journée avec moi, en tête à tête, en privé. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai besoin de peser et sous-peser la personne que j'ai en face de moi, aussi bien physiquement que moralement. Deuxième chose, bah si tu n'as jamais appris l'alphabet et que je te donne un livre devant toi, tu ne pourras jamais lire. On est Tu d'accord. vas voir qu'il y a des traits, des bâtons, des ronds, des formes, et que tu dois bien te douter que ça doit donner une phrase, cette phrase doit donner un paragraphe, enfin une page, un paragraphe, puis une histoire complète avec un début, un milieu, une fin. Et pour qu'on puisse commencer à travailler, il faut qu'on parle le même langage. Donc c'est pour ça que je prends toujours un élève à la fois et que je passe 3 heures avec lui sur la biomécanique du corps. Maintenant qu'on a l'abécédaire du langage de ce que je vais t'enseigner, les choses iront beaucoup plus vite. Parce que même si c'est pas imprimé dans l'instant, tu l'auras vu, tu auras compris comment fonctionne ton corps et tu comprendras mieux pourquoi je vais te demander de faire tel mouvement de telle façon et de telle sorte. À partir de là, on pourra commencer à travailler ensemble. Alors, tu dis 3 heures, c'est peu. Alors, c'est beaucoup quand tu en parles d'une personne inconnue qui vient, que tu vas pas tester, mais comment dire, voilà, avec laquelle tu vas faire connaissance. Mais c'est peu quand on pense à toutes les disciplines où on passe des heures et des heures à apprendre une forme de corps, à comprendre comment bouger, comment. Donc 3 heures au final pour mettre 3 heures pour un alphabet, c'est peu de temps. Oui, mais il n'a jamais été écrit qu'il fallait travailler longtemps pour comprendre les choses. En fait, on va essayer de réfléchir un peu différemment. C'est-à-dire que si par exemple tu commences un entraînement d'art martial, quel qu'il soit, ou de sport de combat, tu vas apprendre la biomécanique au fur et à mesure de tes entraînements. Et tu vas commencer à comprendre Ou pas. ou pas, comment bouge ton corps. Et tu peux éventuellement comprendre des choses qui sont très bonnes pour toi, et puis croire à des choses qui sont mauvaises pour toi. Et je parle au niveau de la santé, c'est-à-dire, ah, je vais faire un coup de pied comme ça, ouais, mais sauf que ton coup de pied n'est pas bien fait, ta jambe d'appui, ton genou, tes hanches, ton dos vont morfler. Alors tu ne sentiras pas les 100 premiers coups, les 1000 premiers coups, les 10 000 premiers coups, mais un jour, tu vas t'apercevoir que tu as les genoux en vrac. Oui. Et puis surtout, tu peux avoir commencé, comme tu disais, toi visiblement tu as commencé très jeune. Si tu commences à 10 ans, tu as moins de chances, on va dire, de te blesser, mais tu pourras te blesser peut-être à l'âge de 20 ans. Si tu commences à 20 ans, ça pourra peut-être arriver à 25 ans. Et si tu commences à 40 ans, ça peut t'arriver à 41 ou 42 ans. Ce qui est pas si Exactement. mal. Exactement.
Donc là-dessus, en fait, la biomécanique, c'est pas très compliqué à comprendre puisque on vit dans notre corps. Donc, on connaît notre corps avec Ou comment il pas. fonctionne, Ou pardon, pas, parce que ou il y a pas. beaucoup. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est Pas rare, si. mais C'est pas si évident hein, de savoir aussi comment fonctionne son corps. T'as alors dû le voir avec tes élèves. oui, oui, oui. Des fois, tu demandes. Ouais, quand j'étais à l'armée, j'ai vu des gens qui connaissaient pas leur droite et leur gauche sous un ordre claqué, tu vois. Et pourtant, tout le monde connaît sa droite et sa Mhm. gauche, mais ça dépend aussi de la zone de stress, ça dépend de plein de choses. En fait, il n'y a rien de compliqué dans la biomécanique, on en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu marches, tu fais de la biomécanique. Quand tu prends un verre dans ta main pour le porter à ta bouche, tu fais de la biomécanique. Alors ça, c'est la base, hein, c'est le truc. Et en fait, je ne vais pas demander au corps de faire des choses qu'il n'est pas capable de faire, mais je vais lui demander de les faire correctement. C'est un peu comme un haltérophiliste. Il peut faire soulever un poids et se blesser parce qu'il l'a mal fait. Par contre, s'il connaît très bien comment il doit soulever, qui soulève ou qui soulève pas, peu importe, mais il se blessera pas parce que, en tout cas au niveau tendon, au niveau osseux, articuleux, il n'y aura pas de problème. La punition est plus rapide dès que t'as un poids Et que que. tu fais mal. Ouais. Exactement. Donc, pour moi, on part à l'inverse de tout ce que nous ont toujours appris nos profs, et particulièrement dans le monde asiatique, je vais dire, où tu fais pendant des années, des années, des années, des années, puis un jour le prof il te dit ah mais là t'as vu, t'as pas mis ton pied comme ça. Et là tu te dis putain ça fait 10 ans que je fais cette connerie, il vient de me le dire maintenant. Et je l'ai peut-être imprimé trop longtemps en plus, c'est ça le problème. Bah oui. Alors si on part dès le départ, je dis voilà, ton corps fonctionne comme ça. J'invente rien, hein. Je n'ai rien inventé. J'ai juste donné une méthode de voir comment fonctionne le corps. À partir de ce moment-là, Attends, eh ben, quand tu dis que t'inventes rien, ça veut dire que c'est. Il y a eu. T'as fait des recherches là-dessus, on va dire, du oui, coup. mais j'ai pas changé la fonction du corps. J'ai pas inversé les coudes pour faire le coup de la haine, de la mort qui tue. J'ai pas déboîté les hanches et les genoux pour faire un coup de pied improbable. Non, je garde la façon naturelle de bouger, mais juste prendre conscience comment bouge mon corps et comment je peux optimiser tout ça, ça nécessite pas plus de 3 heures. Ça nécessite pas plus de 3 heures. À partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler. Ça ne veut pas dire que tout est compris en 3 heures. Bien sûr qu'il faut peut-être beaucoup plus que ça. Mais on parle le même langage. Et depuis que je travaille comme ça, j'ai vu que les progrès étaient fulgurants. Qu'il y avait. Alors, je ne suis pas en train de me vendre, hein. Moi, je cherche pas d'élèves, je m'en fous, hein. Mais ce que j'ai vu, c'est que ma méthodologie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait bien compris comment fonctionnait le corps, bah, donner une droite, une gauche, un coup de poing projeté, au fait, c'est que de la technique, ça s'apprend très très vite. Non, mais moi, c'est ça que je trouve vraiment hyper fort dans ta pédagogie. C'est que déjà, on dit dans la boxe anglaise, bon, c'est pas compliqué, il y a un coup, n'importe qui peut l'apprendre en 6 mois. Alors, déjà, tu dis ça à un pratiquant de karaté, on dit 6 mois, mais c'est rien dans une pratique martiale. Mais là, c'est 3 heures. On n'est même plus au spectre 6 mois, on n'est pas dans le spectre 10 ans. On est dans le spectre 3 heures. Alors oui, pour la biomécanique, après il y a les techniques. On est d'accord. Mais Et je vais te donner un exemple. Euh, c'est du concentré de chez concentré là. oui, mais c'est que de la biomécanique. Après, on peut en faire chez soi tous les Hmm. jours pour solidifier ses bases, solidifier sa compréhension du corps. Mais il n'y a pas besoin de plus de 3 heures, hein. Ça, c'est de la compréhension intellectuelle. Après, il y a la compréhension du corps. Et ça, c'est différent. Je vais te donner un exemple qui est flagrant pour moi. La guerre de 39-45. Les meilleurs combattants, souvent, c'était les commandos. Les commandos, des mecs, des barres de fer, qui ont fait des trucs extraordinaires, qui ont fait des raids extraordinaires. 4 mois de formation. 4 mois. Et là, on n'est pas pour rouler les mécaniques dans la rue. On est pour faire la guerre et tuer des gens. C'est pas seulement donner des coups de poing ou des coups de pied, là, il y a la manipulation des armes, des chars, des trucs, c'est quand même, c'est énorme quoi. Oui, et c'est bien ce que je veux dire, c'est que, en fait, être un combattant n'est pas une question de temps, pas que une question de temps. Bien sûr qu'il y a une question de temps, mais c'est aussi dans le mental. C'est-à-dire que des gars
qui avait 4 mois d'entraînement, qui sortait, peu importe, qui était laitier, boulanger, imprimeur, ce qu'on veut, en 4 mois, c'était des machines de guerre et qui ont fait tomber le Troisième Reich. Hein. Donc, il n'y a pas que, bien sûr, il y a eu Oui, beaucoup d'efforts, mais enfin, c'était relativement significatif ce qu'ils ont fait. Donc, ça veut dire qu'on peut faire d'un guerrier, et c'est là aussi le paradoxe avec les arts martiaux traditionnels, comme on voit dans le film Le Dernier des Samouraïs, où on voit des gens qui sont entraînés 20 ans, 30 ans à pratiquer le sabre, face à des gens qui arrivent, des paysans qui arrivent, avec qui on leur a donné 6 mois de formation sur un fusil, et encore 6 mois, c'est extraordinaire. Et là, les mecs, ils se font défoncer par un simple paysan qui a maîtrisé un fusil. Bah là, c'est la même chose, en fait. Il y a pas, c'est, le combat, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête. La volonté de vaincre, la volonté de réussir, la volonté de se surpasser, la volonté de refuser la douleur, même si on la sent, et même si on la sent fortement. C'est pour ça qu'il y a des combattants, et il y en a qui resteront toujours des amateurs, non, c'est pas le bon terme là pour le cas, mais des touristes des arts martiaux. Un gars, moi là, par exemple, là, je suis en train de former un de mes gars là, qui s'appelle Rami. Avant moi, il avait fait 4-5 mois de boxe. Alors, c'est pas pour dire que ma méthodologie est bonne, c'est que le gars est bon. Là, ça fait moins d'1 an qu'on travaille ensemble. J'ai aucun doute de l'envoyer combattre en Angleterre, en Norvège. Parce que je sais qu'il a un moral de combattant et qu'il ne se laissera pas abattre à la moindre pichenette. C'est très dans la tête le combat, c'est très dans la tête. Il n'y a pas que le corps, bien sûr, le corps est important, mais il vaut mieux avoir quelqu'un de déterminé qu'un super sportif, mais alors qui a un moral de guimauve. Ouais, c'est vrai, ça me fait penser, je sais plus, j'en en parlais déjà. C'est Tim Cartman qui disait le plus important, c'est la détermination, l'envie de rester debout, quoi. Ensuite, c'était la force, parce que souvent c'était négligé la force, mais la force, bah, elle joue. Hein, parce que, et puis il disait que la technique venait en troisième. C'est-à-dire que souvent, en fait, ce qui est miroité dans les arts martiaux, c'est la technique surpasse tout. Et au final, quand on écoute ça, c'est que la technique, en fait, c'est le dernier maillon de la chaîne. Ouais, alors je Euh, serais un peu plus modéré. Moi, je les mettrais tous les trois au même. Non. non, la La technique, détermination, la quand même. détermination est plus importante. On le voit, alors si on réagit en tant que grande bataille qu'on a vue, des géants contre le pot de fer contre le pot de terre, regardez l'Afghanistan par rapport à la Russie. Techniquement, ces 4 paysans avec des fusils qui dataient de la Seconde Guerre mondiale qui ont viré la première ou la deuxième puissance mondiale. On le voit avec le Vietnam. Par exemple, l'Amérique, quand elle est arrivée au Vietnam, techniquement, militairement, mais il les surclassait 100 fois. Et pourtant, ils se sont fait virer. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la détermination de ces peuples à rester libres ou de ne pas être sous une tutelle. Ça veut dire par là, et je fais pas de politique, hein, là je parle juste de détermination intellectuelle, hein, et intellectuelle. C'est-à-dire que si tu as décidé de faire quelque chose, fais-le à fond, mais à fond, même pas à 100%, à 120%. Fais-le et donne-toi tous les moyens pour arriver jusqu'au bout. Et ne le fais pas à moitié, parce que à moitié, c'est la mauvaise moitié. Peu importe la moitié que tu feras, ça sera la mauvaise. J'aime beaucoup, ouais, c'est une belle image, ouais, je suis entièrement d'accord. Parfois même la moitié, c'est pire que rien du tout. Parce Oui. que... Ouais, clairement. Parce que tu crois savoir, mais tu Mais sais pas. ouais. Et forcément, la moitié que tu feras, ça sera la mauvaise. Donc, ou tu le fais pas, ou tu le fais. Et si tu le fais à 100%, bah fais-le bien. Voilà. Et fais-le bien, donne-toi tous les moyens d'y réussir. Et après, bon, bah, je comprends qu'il y a des gens qui veulent se faire du bien, transpirer, en apprenant à lever la patte, en mettant des coups de poing dans des mannequins. Ça fait partie aussi de l'entraînement, hein, mais c'est pas que ça. Il faut aussi avoir un adversaire qui veut pas se laisser faire et qui fait exactement le contraire de ce que tu veux pour pouvoir progresser. Et c'est là où on revient que 3 heures, c'est bien pour la biomécanique, mais c'est pas bien suffisant pour être un combattant. Et puis à partir de là, une fois que
il a acquis mon savoir, je ne cherche surtout pas qu'il devienne moi. Je veux qu'il soit lui et avec un peu de ce que je lui ai donné. Mais je ne veux pas faire de lui un reflet de moi parce qu'il sera jamais moi, parce qu'on n'a pas la même taille, la même force, la même expérience. Il en a peut-être plus que moi dans certains domaines, j'en ai peut-être plus que lui dans d'autres. On n'a pas la même forme physique, on n'a même pas la même structure de pensée, on n'a pas les mêmes connexions nerveuses. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est de lui donner mon savoir sans effacer le sien. Ça, c'est pas forcément évident parce que dans toutes les disciplines qu'on connaît, il y a un cursus, il y a des éléments, des choses, on va dire un programme. Et donc, toi, tu as forcément un programme aussi. Oui, j'ai un programme, mais une fois qu'il est acquis, je ne veux pas effacer ce qu'il était avant. Mais en fait, c'est comme un millefeuille. Un millefeuille, c'est une couche successive de crème, de pâte, de tout ce que tu veux, quoi. Hein, de pâte, je sais pas comment on dit, là, cette pâte un peu sèche, là, qui est là-dessus. Ouais, alors je suis pas du tout pâtissier, donc. Mais je vois en tout cas un millefeuille, j'en ai déjà mangé. Ok. Et ouais, je saisis Et l'idée. moi, je veux pas être juste la pâte glacée du dessus, parce que sinon, c'est pas bon. Il faut l'ensemble de tout ça. Ouais. Et si, par exemple, un de mes élèves est très doué sur un point, qui peut être même plus doué que moi sur ce point-là, pourquoi je voudrais annihiler ce qu'il est pour qu'il devienne ce que je suis. C'est-à-dire qu'une fois on a parlé de nos bases, on a parlé de nos acquis, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, et ben le moment de vérité, c'est au moment où on fait des petits assauts entre nous. Si ça se trouve, il aura retenu 10% ou 20%, dans les meilleurs des cas 50%, mais c'est pas pour autant qu'il sait rien faire. Moi, j'ai des gars qui ont 20, 30 ans d'entraînement derrière eux. Je vais pas leur dire, hey, mon gars, tout ce que tu as appris, t'oublies, parce que moi j'ai le Saint Graal et que seul moi et. Alors, c'est pas présenté comme ça en général, pareil, c'est plutôt présenté comme, bon bah voilà, t'as appris, mais si tu veux apprendre ça, c'est l'exemple qui est donné dans la tradition, si je puis me dire ainsi, c'est la tasse de thé et de café. Si tu veux goûter le thé, s'il y a du café dedans et que je te mets du thé, tu n'auras pas le goût du thé, tu vois. Il Oui, faudra vider d'abord ta tasse avant de... C'est ce qu'ils disent, tu vois, donc c'est l'image qui est donnée pour dire, bah, ce que tu as fait avant c'est bien, mais si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, il faut que tu te détaches de ce que tu dis. Et toi, ton discours, il va au contraire de ça. Toi, tu es en train de dire, si j'ai bien compris, que ce que tu as fait avant, c'est ta force à toi, c'est ta richesse, tu vas consacrer du temps là-dessus. Moi, ce que je te donne, c'est quelque chose pour arriver à... Parce que ta biomécanique, ma compréhension, j'ai eu les 3 heures, au cas où les gens n'auraient pas compris, c'est que ça te permet de faire les choses que tu as vues, mais sous un autre prisme. oui, tout à fait. Alors, si, oui, moi ce que je vais pas faire, c'est te mélanger le thé avec le café, mais je vais mettre du sucre, par exemple, dans ton café ou dans ton thé. Alors bon, même si c'est pas, enfin, c'est une image, hein. Non, mais oui, oui. C'est une image. C'est-à-dire que on va exhauster Les saveurs. les saveurs de telle sorte que tu vois plus ton café tout à fait de la même façon. Et c'est pas pour autant que une fois qu'on a maîtrisé la base, et excuse-moi, je me répète, mais une fois qu'on a maîtrisé la base, si par exemple tu as fait, je vais te dire un exemple, un gars qui a fait 10 ans de boxe anglaise ou de boxe thaï ou de ce que tu veux, il vient, je vais pas lui apprendre à mettre un direct. Je vais pas lui apprendre à mettre un crochet, un uppercut, un low kick, un middle kick, un front kick, un high kick. Il le sait très bien. Mais par contre, je vais lui expliquer pourquoi, grâce à la biomécanique, dans un premier temps, on va séparer, pourquoi grâce à la biomécanique c'est bien passé et pourquoi c'est mal passé. À partir du moment où tu comprends où tu as fait tes erreurs et où tu as tes succès, tu as un taux de réussite beaucoup plus élevé. Parce que tant que tu n'as pas compris pourquoi ça n'a pas marché, bah, peut-être que parfois ça passera bien et peut-être que parfois ça passera moins bien. Non, c'est toute la difficulté de l'apprentissage. On en a un peu discuté, mais c'est que le retour, finalement, c'est pas toujours le bon. On apprend par retour d'information. Mais si ton retour d'information n'est pas, ou tu l'analyses mal, tu peux continuer parce que ton cerveau, il va dire que c'est bien. Si je suis en train de bien le faire. Supposons que tu sois costaud, ton coup de pied, même si tu le fais pas de manière correcte, efficace, mais comme tu es costaud, bah tu vois qu'en face, tes partenaires, ils ont mal, tu dis ok, c'est bien, je dois bien le faire, je dois être correct.
Mais le problème, non, tu le fais pas bien. Il faut que quelqu'un d'objectivement vienne te dire que non, c'est pas correct. Tu pourrais faire plus mal. Exactement. Et là, le jour où le mec il vient de corriger, là, les mecs ils ont pas mal, ils repartent à cloche-pied ou tu vois, ils sont. Donc, mais c'est pour se dire que l'apprentissage est aussi difficile en tout cas dans ces disciplines. L'apprentissage est difficile, je pense, partout. Mais dans ces disciplines où le retour d'information, on apprend par retour. Je mets ma main sur le feu, ça me fait mal, je l'enlève. Donc j'ai compris le retour d'information, c'est ah ça fait mal, je l'enlève. J'allais te citer le même exemple. Tu vois, le coup de pied, si tu tapes mais personne te dit, un petit gabarit comme moi, il est obligé de mettre une bonne technique, sinon il fera pas mal. Mais tu prends un gars costaud, il peut donner juste par le poids de sa jambe, il pourra faire mal. Et il saura pas qu'il est en train de mal le faire si on lui dit pas. Lui-même, il pourra avoir l'expérience de ok, je le fais bien. Donc Alors, l'apprentissage, c'est un processus qui est pas facile. C'est. alors il y a deux plans là-dedans, dans ce que tu viens de dire, qui est très important. D'abord, c'est pas parce qu'on fait mal à l'autre qu'on fait bien la technique. Tout à fait d'accord avec toi. Je prends un de mes amis qui se reconnaîtra, Robert, si tu écoutes le podcast, tu te reconnaîtras. C'est un gars qui doit faire pas loin de 2 mètres et 120 kilos. Il a des bras comme moi, j'ai mes cuisses et pourtant j'ai de bonnes cuisses. C'est quelqu'un de très fort. Si Robert faisait une mauvaise technique, comme je dis toujours, un tronc d'arbre reste un tronc d'arbre. Hein. Vous le prenez, ça fait toujours très mal. Mais si, et ce qui n'est pas le cas parce que Robert a une très belle technique, mais si en plus vous faites une bonne technique, vous ferez encore plus mal. Mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'une bonne technique doit faire mal à l'autre et pas vous blesser vous. Et ça, j'insiste beaucoup parce que j'ai vu pendant 44 ans, comme je disais tout à l'heure, des tonnes de sportifs blessés. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait des erreurs de placement de corps, de mouvement, de choses comme ça qu'ils n'auraient pas dû faire. Et en fait aussi, les arts martiaux, c'est fait pour perdurer. Perdurer dans le temps. Parce que, voilà, un compétiteur, on sait qu'en moyenne, ça s'arrête à 35 ans. Bon, il y a quelques disciplines, comme dans le vélo, je me rappelle de Gianni Longo, qui a plus de 50 ans éclaté encore tout le monde, mais ça reste très occasionnel, très spécial, très rare, et en plus l'endurance, a priori, comme c'est en grande partie quelque chose qui est mental, donc c'est presque quelque chose qui avantagerait les gens un peu plus vieux que les gens un peu plus jeunes. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses bien sans se blesser. Et la biomécanique, là aussi, est importante là-dessus, parce que si je donne, par exemple, même si en pugilat on ne fait pas, mais ça n'empêche pas que je l'enseigne quand même, un low kick et que je le fais mal, par exemple, mon pied d'appui ne fait pas de rotation, à un moment, oui, ça va bien se passer pendant 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans, puis un jour mon genou va dire stop, puis un jour mes hanches vont dire stop, puis un jour mon dos va dire stop. Ce qui est important, c'est d'être résilient dans le combat. Aussi bien sur un combat que dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je ne dois pas être un combattant pendant 4 ans de ma vie, ou 5 ans, puis après plus rien. Un combattant, ça doit être un combattant du premier jour où il commence jusqu'à son dernier souffle sur son lit de mort. C'est ça être un combattant pour moi. C'est de se battre jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'à temps que tu sais ce qu'on dit là, les 21 grammes d'âme qui s'échappent du corps. J'en ai entendu parler. Voilà, c'est à ce moment-là que tu peux dire bon bah voilà, j'arrête le J'ai combat. fait le job. J'ai fait le C'est job. bon. Pas avant. Et perdurer, c'est aussi savoir se préserver de blessures. Et je l'ai vu, mais 1001 fois, les genoux en vrac. Combien de potes à moi ont été opérés des hanches, des genoux, des coudes, des mains. Je l'ai vu 1001 fois. Et moi, ce que je veux, c'est que on puisse perdurer, être résilient, résilient et résilient encore. Souvent dans la pratique en solo, c'est les genoux qui vont te trinquer. Et dans la pratique à deux, c'est plus le haut parce qu'on se tape. Voilà, ça peut être une épaule qui se dit quand on fait de la lutte ou des choses, tu vois. Ou un mauvais coup, un mauvais placement, comme tu dis, parce que dès qu'il y a contact, bah, t'as un retour. Donc, Oui, c'est mais une là, zone de blessure. oui. Et alors, faut bien différencier deux choses. La blessure créée par l'autre, qui t'a fait une prise, et par exemple une prise de lutte, une projection, Et t'es celle que mal tu te fais tombé, toi-même. et celle que tu te fais toi-même. Ouais.
Si déjà tu supprimes celle que tu te fais toi-même, T'as réduit déjà? exactement, On est ton d'accord. potentiel de Mm. combativité est plus long. Et ta santé physique, qui découlera forcément sur une santé morale, parce que quand tu es Blessé, blessé, tu es pas bien. t'es pas bien, Non, exactement. T'es non, pas bien dans ta tête, t'es pas bien, tu te sens non. diminué, voilà. Et puis, en plus, c'est une petite mort quelque part d'avoir échoué. Donc, ce qui est important, c'est déjà au moins d'éliminer nos propres erreurs. Après, le facteur extérieur, si l'autre il te décroche la mâchoire sur un crochet, bon, bah, c'est pas parce que tu fais de la biomécanique que ta mâchoire va revenir en place. Mais au moins, tu n'auras pas les facteurs de blessure que toi-même tu t'es imputé. Ça me fait penser, quand je joue au tennis, bah, le partenaire va te placer des coups que tu pourras pas renvoyer. Mais toi, tu essaies du moins que de pas faire des fautes, ce qu'on appelle faute directe au tennis, de pas que ce soit toi qui fasses une faute ou la balle qui va dans le filet ou Oui, la balle voilà. qui va. Au moins, tu réduis déjà les points, quoi. Mm. Tu vois, les erreurs. Exactement. C'est dans le même état d'esprit. Après, alors si on extrapole le sujet, combattre, ça doit être quelque chose qui demande il faut dépenser le moins d'énergie possible parce qu'on ne sait pas combien de temps dure un combat. Ça peut être quelques secondes, et ça c'est ce qu'on voit souvent dans la rue, c'est-à-dire une agression, tu te balades, tu demandes rien à personne, tu es dans tes pensées, tu es en train de te dire est-ce que je vais faire des œufs ou un steak ce soir, est-ce que j'ai payé mes impôts, et là d'un seul coup tu te prends une praline, bon bah là c'est terminé, hein. Mais ça peut être aussi un combat qui peut être beaucoup plus long. Par exemple, bon, il n'y a pas que des champs de bataille dans ma vie, bien sûr, hein, mais je pense toujours à ces gens qui se sont battus 4 ans. S'ils avaient donné 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps de leur énergie sur tous les combats, mais ça aurait duré 6 mois. Et après, la machine est usée. C'est pour ça que donner un coup de poing, ou un coup de pied, ou un coup de tête, ou un coup de coude, ou un coup de genou, il faut le donner avec le moins de calories possible, mais plus d'efficacité possible. Et ça aussi, la biomécanique nous aide là-dessus, c'est-à-dire que on travaille beaucoup sur le relâchement du corps, de telle sorte qu'il n'y ait pas de crispation musculaire, tendineuse, etc., etc. Donc on revient dans la blessure, mais on revient aussi sur l'économie d'énergie. Moi, mon surnom de mes élèves, c'est Monsieur Tic Tac, parce que si ça ne demande plus de 2 calories, ça commence à coûter cher. Voilà. Alors ça, c'est vraiment très intéressant quand on écoute parce que on pense tout de suite au pugilat, des athlètes, comme on voit, même ceux qui connaissent pas le bare knuckle, mais au moins ils ont vu tout le moins ces images d'antiquité, donc ces athlètes bien musclés là. On pense pas à 2 calories quoi. Ouais. Mais il faut perdurer sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, ça peut être un ring, ça peut être dans Ah, la rue, ça peut être sur un et, vrai champ de bataille aussi. et puis les combats de pugilat, pour le coup, j'avais lu que ça pouvait durer très longtemps dans l'Antiquité. Oui, je crois que la limite, si je ne m'abuse, c'était le coucher du soleil. Donc on pouvait aller le matin assister à un match et le soir le combat. Enfin, c'est dingue quoi. C'est pour ça que je ne sais pas en fait. Il n'y a pas de caméra temporelle qui est Non. venue filmer. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais soit les gens étaient. Alors là, quand on dit mythologie, on revient dans le mythe, hein, un peu comme dans ces films chinois où on voit les mecs qui se prennent 400 coups et qui sont toujours debout. Alors est-ce que c'était des surhommes, aussi bien physiques que mentales, ce qui n'est pas une hypothèse complètement idiote, mais qui est peu probable, ou est-ce que les combats étaient peut-être très ritualisés? Ouais. Ou est-ce que, une fois de plus, c'était au milieu? Il y a toujours Ouais. 3 solutions, hein. Est-ce que les historiens nous rapportent pas non plus le combat il durait 1 heure en fait et c'est qui est déjà beaucoup hein. Et dans la tête de l'historien c'était oh le combat il a duré du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil on sait pas non plus on Ah, est ouais. d'accord. Moi, je dis toujours, et alors excusez-moi s'il y a des jeunes enfants qui écoutent, bouchez-vous les oreilles. Si je fais pipi et que je ne vois pas mon sexe, c'est que soit j'ai un gros ventre, soit j'ai un petit zizi, soit j'ai un gros ventre et un petit zizi. Il y a toujours 3 solutions. Solution. Voilà. Alors, je vois que le temps tourne et je voulais aborder avec toi, donc ça, on va passer un peu du coq à l'âne, mais donc tu en as parlé, je m'en souviens plus dans ta présentation, de la canne. Oui. Et donc je sais que ça fait partie de ton enseignement.
Et alors moi j'ai toujours pensé que la canne était intégrée, enfin, c'était une discipline intégrée dans la savate, la boxe française. Et visiblement, donc toi tu enseignes ça à part, vu que tu fais du pugilat et de la canne. Alors oui, on va revenir dans les années 70-80 où on faisait de la boxe française, où tout le monde, enfin on va dire une grande partie des clubs, faisait un peu de canne, serait-ce qu'un quart d'heure à chaque cours. Et puis, en fait, avec le temps, les gens sont... Alors, on vit dans un monde de compétition. Donc, Il n'y a pas de compétition de canne. il y a pas... Enfin, à Quoique, l'époque, il pourrait il y y en en avoir avait, il avec y en des- avait, il y en avait. Avec des protections, un peu comme en kendo. Je vois Oui, pas il y en a. pourquoi. Il y en a en Il canne y en a sportif, ça existe, hein. D'accord. C'est Ok. pas un problème. Mais sauf que les gens qui venaient pour de la boxe française n'étaient pas forcément venus pour la canne. Et là où le schisme est arrivé, c'est qu'à un moment, si tu veux faire de la boxe française et que tu fais de la canne, bah, le temps de canne que tu pratiques, c'est d'autant moins Oui. pour la boxe française. Et comme on rentre dans un monde de compétition où seule la compétition a le mérite d'être importante dans la vie de ces gens, ou des gens en tout cas, la canne a disparu. Il y en a encore quelques clubs, hein, mais maintenant c'est 1 sur 20 qui fait de la canne en boxe française. Ou c'est peut-être aussi, pas forcément une logique de compétition, mais que les gens aujourd'hui se disent, moi je paye pour faire de la boxe française, j'en ai rien à foutre. Enfin, et peut-être qu'à une époque, les gens, quand ils y allaient, si le prof il disait, moi on fait de la canne, ils se posaient pas la question. Alors ça pouvait- déjà, premièrement, tout à fait raison. C'est-à-dire que quand le prof disait c'est blanc, bah c'était blanc, point barre. Il disait que. Et alors avec le recul, et ça je reviens un peu sur Lyosé Kambudo avec la famille Watanabe, quand j'ai commencé à pratiquer les armes, j'ai compris qu'en fin de compte, la canne était une super aide pédagogique pour un boxeur. D'abord parce qu'on comprend mieux avec un outil extérieur de ton corps comment fonctionne le corps. Bon, pour nos auditeurs, c'est peut-être un peu obscur ce que je suis en train de dire, mais là j'ai montré à Assad quelques techniques de canne retranscrits en pugilat, Ouais. et il est, pour moi, il surligne. C'est comme si on mettait un petit coup de stabilo sur les techniques, parce que c'est beaucoup plus visuel, parce qu'on a un élément extérieur. Deuxième Et chose, c'est plus grand aussi, ça peut être. C'est donc du coup. c'est plus visuel. C'est plus visuel, les Mm. angles sont plus, donc on voit mieux. Ouais, ouais. Et deuxièmement, la canne, ça va très, très, très vite, mais vraiment très vite. Bon, ça, je l'ai pas testé, hein, je suis encore là. Et comme ça va Mais ouais, ouais. vraiment très, très vite, ça affûte l'œil du boxeur. Et je vous garantis que quand vous faites une arme, que ce soit la canne, du couteau, du stick, ce que vous voulez, quand vous maîtrisez une arme, vous maîtrisez quelque chose de extrêmement rapide. Et ça vous affûte l'œil du boxeur. Et ça, c'est un vrai outil pédagogique. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, moi, de ce que je comprends, dans ce que tu dis, c'est que. Ça, c'est aussi ma compréhension à moi, hein. Maintenant, j'ai appris, parce que je pensais toujours que la canne et la savate, c'était deux choses séparées, ou voir qui faisait ça, parce que c'était la canne, c'était l'outil du gentilhomme, et donc, comme tu disais, ça pouvait aussi servir d'arme, donc qu'on avait à portée de main. Et je voyais pas, en fait, c'est grâce à toi, j'ai vu la connexion avec le pied-point, vraiment, directement, pas seulement. Que c'était pas seulement parce que c'était un truc de gentilhomme, ou seulement un outil pédagogique. Il y a vraiment aussi un apport à la boxe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, j'en suis intimement convaincu que le travail des armes, à la rigueur, plutôt que d'aller pousser de la fonte ou faire des footings à plus en finir, faites d'une arme, que ce soit la canne, du couteau, du machin, peu importe, ça va être très bénéfique pour votre style de boxe, quel que soit votre style. Que ce soit boxe anglaise, boxe américaine, boxe chinoise, boxe française, enfin tout type de boxe, c'est énorme ce que ça va vous apporter en vitesse, en compréhension, en analyse de combat. Et en stress aussi. Parce Ah que oui, tu ça me fait mal. disais, ouais, tu me disais quand tu peux. Ça, par rapport à ce qu'on se disait avant, l'entretien, tu disais que quand tu travailles sans protection, tu cherches non seulement à ne pas faire mal à ton partenaire, parce que tu sais que ça peut aller. Mais aussi, t'as pas envie de te faire mal à toi. Donc du coup, il y a une tension qui se crée quand tu t'entraînes que t'as moins, on va dire, à main nue. Oui, oui et non. En tout cas, moi, si tu veux, je divise mes cours de canne en 4 parties. C'est-à-dire la partie, donc, comme on vient d'énumérer, sans
sans protection aucune, hein, ni des mains, ni du visage. Là, vous avez, donc comme tu dis, une très grosse tension nerveuse, c'est-à-dire que tu ne veux pas blesser, mais tu ne veux pas te faire blesser. Donc là, ça demande... si on imagine C'est une une vigilance corde... extrême, là, Oui, vraiment. voilà. Si on imagine une corde qui serait tendue, bah là, c'est la corde de piano, quoi. Elle est tendue à mort. Ensuite, on utilise la protection, des protections donc comme par exemple masque et gants. Où là, malgré tout, on peut quand même se faire mal parce qu'une canne partout où elle touche, elle fait mal. D'autant plus si elle est un peu lourde. Là, là, on pourrait le comparer. Donc, si on faisait une analogie, par exemple, avec les arts martiaux japonais, la canne toute seule, ça serait le kenjutsu, hein, donc avec le boken, et on s'entraîne comme ça. Ensuite, on a le kendo. Le kendo, ça serait donc le combat de canne avec les protections. Ensuite, on a tout ce qui serait type Iaido, c'est-à-dire des situations de plus de self-défense, ou si j'enseigne, c'est-à-dire que je marche dans la rue, j'ai pas la canne devant moi, en train de me battre contre un ennemi potentiel. C'est-à-dire qu'elle est posée au sol, et moi je marche avec, et là, si on m'attrape à droite, si on m'attrape à gauche, si on m'attrape par derrière, si on m'attaque sur deux angles différents parce qu'il y a deux agresseurs, donc là, on pourrait considérer ça un peu comme une Yajutsu ou de la self-défense. Et la quatrième, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait une très belle technique qu'on tape fort. Donc, les Japonais, par exemple, font de la coupe, le bateau d'eau avec leur sabre, sur des bottes de paille, tressées, serrées. Et bien là, moi, j'entraînais aussi, à l'époque, mes élèves, à régulièrement s'entraîner à frapper sur des sacs ou peu importe sur quoi, suffisamment de résistant, pour qu'ils aient vraiment la maîtrise d'un coup frappé réel. Parce qu'on ne frappe jamais à 100% avec un ami d'entraînement. Oui, oui, il vaut mieux, sinon c'est pas un ami. Sinon, il va pas rester longtemps votre ami, Voilà, c'est ça. effectivement. Et comment on peut avoir ce retour? Alors, avec un sabre, je comprends comment ça va couper. On voit le résultat, si ça coupe, ça rentre comme du beurre. Si la lame reste coincée, si ça coupe pas, on a le retour de la coupe est bonne ou pas. Avec une canne, comment on peut évaluer si on est en train de taper fort c'est avec le retour Ouais, d'empoignet, alors, au bruit? oui, voilà. Le bruit est beaucoup plus sec. Et puis, c'est souvent aussi un des rôles des professeurs. Dire, voilà, là, t'as bien frappé, t'as bien travaillé. Là, je suis sûr que t'as pas mis 100%. C'est aussi avec un regard extérieur. Effectivement, nous n'avons pas la sanction de la coupe. Voilà. Là, la coupe, vous pouvez être un super kendoka et être incapable de faire une belle coupe avec un vrai sabre. Et par contre, vous pouvez être aussi un super sabreur qui va couper un éléphant en deux, en quartier, en sushi, en ce que vous voulez, mais être incapable de faire un combat. C'est pour ça qu'il faut maîtriser ces quatre dimensions. Ces quatre dimensions font de vous quelqu'un d'accompli. Et d'ailleurs, ça devrait s'appliquer aussi aux arts martiaux pied-point. C'est-à-dire aussi bien, et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait, moi j'essaye d'être entre la self-défense et le sport de combat, d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. C'est-à-dire d'être pas figé dans des règles, mais ne pas être dans le fantasme, s'il me fait ça, je ferai ci. En fait, il fera jamais ça, et tu feras jamais ci. Parce que il va faire exactement ce que tu n'attends pas, et toi tu vas faire exactement le contraire de ce que tu as l'habitude de faire si tu n'as pas l'expérience du combat. Pour conclure, est-ce que tu aurais un message particulier, quelque chose, un point, s'il y avait un point peut-être sur lequel tu voudrais insister pour nos auditeurs? Euh, alors, un point comme ça serait un peu délicat, mais Ou ça peut être plusieurs, hein. ouais. Bah déjà, euh, n'adulez aucun professeur. Parce que votre prof qui est en face de vous, lui aussi il a ses défauts. Et c'est pas parce que je l'ai trop vu ça souvent, hein. Si moi j'ai même eu un élève qui s'est fait tabasser au Japon parce que je ne dirais pas le nom du maître, il avait marché sur l'ombre du maître. Sur l'ombre. L'ombre du maître. Il s'est fait tabasser par les autres élèves. Ah, c'est plus une secte là. Oui, oui, mais et si je vous disais le style, Ouais. vous seriez peut-être très étonné. Parce que il est quand même assez. Voilà. Non, ouais. Donc n'adulez personne, soyez votre propre maître, soyez un homme libre, et surtout libre dans vos pensées. C'est pas parce que on vous dit quelque chose que c'est peut-être ma vérité, c'est peut-être pas la vôtre. Maintenant, peut-être prenez l'information pour ce qu'elle est,
Et ne transformez pas ce que vous êtes intrinsèquement, profondément, par autre chose que ce qu'on vous voudrait que vous soyez. Ensuite, quand vous faites les choses, faites-les vraiment ou ne les faites pas. Comme je vous ai dit, et je te l'ai dit tout à l'heure, si vous le faites à moitié, vous ferez la mauvaise moitié, forcément. Soyez intègre dans votre entraînement, soyez juste avec vous, sachez vos faiblesses et ne vous cachez pas la vérité. Je sais que je suis pas bon là-dedans. Bon, alors, justement, je vais travailler là-dessus. N'ayez pas peur d'aller voir d'autres styles. Moi, je suis très... j'ai beaucoup d'amis dans tous les arts martiaux, dans tous les styles. Ça va du judo au penchaksila, au panatukan, au systema, en karaté, en boxe thaï, en boxe anglaise. Et il y a toujours à apprendre quelque chose des autres. Mais une fois de plus, n'effacez pas ce que vous êtes. Prenez en plus. C'est-à-dire que c'est un peu comme, par exemple, si vous tombez amoureux d'une femme ou d'un homme, selon votre situation sexuelle, vous tombez amoureux, vous avez un enfant. Est-ce que votre cœur, votre amour se divise en deux? Non, en fait, il se multiplie par deux. Et bien là, c'est pareil pour les arts martiaux. Si vous apprenez quelque chose, c'est pas au détriment d'autre chose, c'est en plus de. Voilà, ça, je crois que c'est un peu long comme résumé. Non, mais que des messages avec lesquels j'adhère, et puis certains auront reconnu un peu du Jean-Claude dans le 1 plus 1 n'égale pas 2. Mais... Oui, c'est donc vrai. Jean-Claude, si tu nous écoutes, sache que j'aimerais aussi faire un jour ton interview. Bah écoute, non, de très bonnes blagues à part, non, j'adhère à 100% à ce que tu dis. Et je te remercie pour ton accueil, pour l'entretien et pour cette très belle journée passée en ta compagnie. Eh bien, c'est moi qui te remercie d'avoir fait l'effort de venir me voir en Normandie, au pays des vaches et du camembert. Et merci d'avoir fait un déplacement. Merci pour ta gentillesse et puis ta curiosité. Parce que ça aussi, il faut être curieux dans la vie. Il faut être curieux parce que ça crée des opportunités. Les opportunités créent la victoire.